L'été 1715 touche à sa fin quand Louis XIV revient de sa dernière chasse à Marly. Le roi Soleil a 76 ans, un âge vénérable pour l'époque, mais personne n'ose imaginer que l'homme qui règne sur la France depuis 72 ans puisse un jour s'éteindre. Pourtant, ce 9 août, quelque chose a changé. Le roi traîne la patte, son visage est plus creusé que d'habitude. Le lendemain, 10 août, la vérité éclate. Louis XIV se plaint d'une douleur lancinante dans la jambe gauche qui lui vrille la cuisse jusqu'à l'aine. La souffrance est si intense qu'elle lui arrache des grimaces, lui qui d'ordinaire ne montre jamais sa faiblesse. Les courtisans commencent à chuchoter dans les couloirs de Versailles. Quelque chose cloche. Guy Crescent-Fagon, le premier médecin du roi, arrive rapidement au chevet de son patient royal. Cet homme de 77 ans jouit d'une réputation établie depuis plus de 20 ans. Il ausculte la jambe, tâte, observe et rend son verdict d'un ton assuré. « Sire, il s'agit d'une banale sciatique. » Le diagnostic tombe comme un couperet rassurant. Une sciatique, rien de plus. Fagon prescrit du sirop d'opium et recommande le repos. Les premiers jours semblent lui donner raison. Louis XIV continue ses promenades dans les jardins de Versailles, admirant les sculptures fraîchement arrivées de Rome. Le 13 août, il reçoit même l'ambassadeur de Perse dans une audience officielle qui dure plusieurs heures. Mais ceux qui l'observent attentivement remarquent sa fatigue inhabituelle, ses traits tirés. Le roi semble épuisé par un effort qui jadis ne l'aurait pas même essoufflé. Le 14 août marque un tournant dramatique. La jambe gauche de Louis XIV a doublé de volume pendant la nuit. La douleur devient si atroce qu'elle lui arrache des cris qui l'étouffent tant bien que mal. Fagon ordonne qu'on emmaillote le membre dans des oreillers de plumes, une technique censée soulager l'inflammation. Le roi transpire toute la nuit, trempant ses draps de sueur. Personne ne remarque encore cette petite tache noire qui commence à apparaître sur son pied gauche. Les jours qui suivent révèlent l'incompétence tragique du corps médical royal. Fagon s'entête dans son diagnostic de sciatique, prescrivant pansement à l'eau-de-vie camphrée et bain de lait d'ânesse. Ces remèdes d'un autre âge ne font qu'aggraver l'état du patient. La fièvre monte, les nuits deviennent un calvaire ponctué de délire et de sueur glacée. Le 17 août, Louis XIV ne peut plus quitter son lit. Pour la première fois depuis des décennies, le lever royal n'a pas lieu. Le protocole séculaire de Versailles se fissure comme une digue qui cède. Le roi qui incarnait l'autorité divine sur terre gît désormais impuissant dans ses draps souillés. Mais un homme refuse de se taire face à l'aveuglement général. Georges Maréchal, le premier chirurgien du roi, observe avec inquiétude l'évolution de la maladie. Cet homme de 57 ans a passé sa vie à soigner les plaies et connaît les signes qui ne trompent pas. La couleur de la jambe, l'odeur qui commence à s'échapper du lit royal, tout lui crie que quelque chose de terrible se prépare. Seulement Maréchal n'est que chirurgien, une profession considérée comme inférieure à celle de médecin à l'époque. Fagon le méprise ouvertement, refusant d'écouter ses mises en garde. « De quoi se mêle ce barbier ?» grogne le premier médecin quand Maréchal suggère un diagnostic plus grave. La hiérarchie médicale de Versailles broie toute voix discordante. Le 19 août, Maréchal ne peut plus se taire. Il a vu la tache noirâtre s'étendre sur la jambe gonflée du roi. Cette couleur, il la connaît bien. C'est celle de la mort qui gagne du terrain. Il ose prononcer le mot que tous redoutent, gangrène. Mais Fagon balaie cette hypothèse d'un revers de main, continuant ses prescriptions dérisoires. Le 21 août, face à l'aggravation évidente de l'état royal, on fait venir 4 docteurs de la faculté de médecine de Paris pour une consultation collective. Ces sommités examinent la jambe bandée où les taches noires se multiplient comme une constellation maudite. Pourtant, intimidé par l'autorité de Fagon ou par la peur de contrarier l'opinion officielle, il confirme le diagnostic de sciatique. L'erreur médicale prend des proportions tragiques. Le samedi 24 août 1715 restera gravé dans les mémoires comme le jour où la vérité rattrapa enfin les médecins de Louis XIV. Ce matin-là, Maréchal examine une nouvelle fois la jambe royale. Ce qu'il découvre sous les bandages le glace d'horreur. La gangrène a progressé de façon foudroyante, remontant jusqu'aux genoux comme une araignée immonde qui dévore tout sur son passage. Cette fois, le chirurgien ne peut plus se taire. Il fait face à Fagon et lui assène la terrible réalité.
Ce n'est pas une sciatique. C'est un sphancelle. Un sphancelle, autrement dit une gangrène sénile, causée par un caillot sanguin, qui a bouché une artère. La jambe du roi pourrite, littéralement rongée par la mort qui remonte inexorablement vers le tronc. Fagon, confronté à l'évidence, doit enfin admettre son erreur. Mais il est trop tard, bien trop tard. 14 jours précieux ont été perdus à traiter une pseudo-sciatique pendant que la gangrène gagnait du terrain. L'odeur qui s'échappe, désormais de la chambre royale, est si pestilentielle que les courtisans reculent instinctivement. Louis XIV accueille la nouvelle avec un stoïcisme qui force l'admiration. Quand Maréchal évoque la possibilité d'une amputation, seul remède pour arrêter la progression du mal, le roi accepte dans un premier temps « Maréchal, n'avez-vous pas là des rasoirs? Coupez et ne craignez rien ». Cette réaction révèle le courage extraordinaire d'un homme qui préfère affronter une mutilation plutôt que de subir passivement son sort. Mais quand le chirurgien avoue que même une amputation ne garantit pas la guérison, Louis XIV change d'avis. « Me sauvera-t-on la vie ?» demande-t-il avec l'espoir d'un condamné. « Il y a bien peu d'apparence », soupire Maréchal, qui ne peut mentir à son roi. « Si de toute façon je dois mourir, je préfère garder tous mes membres », conclut alors Louis XIV avec une dignité qui cloue le bec à tous les présents. Cette décision scelle son destin. Le roi qui a régné en maître absolu sur l'Europe pendant plus d'un demi-siècle choisit de mourir entier plutôt que de vivre amputé. Dans ce refus se lie toute la philosophie d'un homme qui a incarné la grandeur française et qui entend quitter ce monde sans rien céder de sa majesté. Malgré la douleur qui le tenaille, Louis XIV refuse de rompre l'étiquette qui gouverne sa vie depuis l'enfance. Le 24 août au matin, après avoir appris la vérité sur son état, il se fait habiller avec l'aide de ses valets. Chaque geste lui arrache des grimaces de souffrance, mais il tient bon. Le lever royal a lieu, même si le roi ne quitte plus son lit. Ce jour-là, contre toute attente, Louis XIV préside encore le Conseil des finances. Assis dans son lit, le visage livide mais l'esprit clair, il écoute les rapports de ses ministres et prend des décisions comme si de rien n'était. Cette force de caractère stupéfie tous ceux qui l'entourent. Comment un homme dont la jambe pourrit peut-il encore gouverner un royaume? Le soir du 24 août, Louis XIV soupe encore en public dans sa chambre, respectant ce rituel qui fascine l'Europe entière. Les courtisans masquent leur dégoût devant l'odeur de plus en plus prenante qui émane du lit royal. Certains portent discrètement un mouchoir à leurs narines, mais personne n'ose quitter la chambre sans permission. Le dimanche 25, ou jour de la Saint-Louis, marque le début de la phase finale. Le roi se sent si mal qu'il demande à recevoir les derniers sacrements. Le cardinal de Rohan, accompagné de 2 aumôniers, lui administre l'extrême onction dans une cérémonie empreinte de solennité tragique. Louis XIV se confesse au père Le Tellier, son confesseur ordinaire, et reçoit la communion avec une piété qui émeut tous les témoins. Mais même face à la mort imminente, le roi n'abandonne pas ses devoirs. Le 26 août, il fait venir son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, alors âgé de seulement 5 ans. L'enfant, dernier héritier direct de la dynastie après la cascade de mort qui a frappé la famille royale, découvre un bisaïeul décharné mais encore impressionnant. « Mon cher enfant », lui dit Louis XIV d'une voix faible mais ferme, « vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. C'est la ruine des peuples. » Ces mots, testament spirituel du roi Soleil, révèlent les remords d'un monarque conscient d'avoir parfois sacrifié le bien-être de ses sujets à sa gloire personnelle. Quand la médecine officielle avoue son impuissance, la porte s'ouvre aux charlatans de tout poil. Le 27 août, un homme mystérieux se présente aux portes de Versailles. Il arrive de Marseille et prétend détenir un remède miracle contre la gangrène. Le sieur Brun, c'est son nom, a réussi l'exploit de convaincre Philippe d'Orléans, neveu du roi et futur régent, de l'efficacité de son élixir. L'homme refuse obstinément de révéler la composition de son breuvage, se contentant de dire qu'il est « fait avec le corps d'un animal ». Cette formule énigmatique intrigue autant qu'elle dégoûte. Face à l'insistance du duc d'Orléans, Fagon et ses confrères doivent s'incliner.
De toute façon, que peuvent-ils perdre? Le roi se meurt. Pour s'assurer de l'innocuité du remède, on force d'abord Brun à absorber lui-même son élixir. L'homme s'exécute sans rechigner, ce qui rassure quelque peu l'assistance. Le 28 août à midi, Louis XIV avale donc 10 gouttes de cette potion mystérieuse diluée dans 3 cuillerées de vin d'Alicante. Le remède dégage une puanteur si atroce que même les courtisans habitués aux odeurs de la chambre royale grimacent de dégoût. « Je ne le prends ni dans l'espérance, ni avec désir de guérir, déclare le roi avec un réalisme poignant, mais je sais qu'en l'état où je suis, je dois obéir au médecin. » Cette phrase révèle un homme qui a perdu tout espoir, mais qui continue de faire son devoir jusqu'au bout. Le miracle semble d'abord opérer. Au bout d'une heure, l'état de Louis XIV s'améliore sensiblement. Il retrouve des couleurs, mange un peu et semble même reprendre quelques forces. À la cour, l'euphorie gagne tous les esprits. Brun devient instantanément l'ange envoyé du ciel pour guérir le roi. Les dames de la cour exigent même qu'on renvoie tous les médecins parisiens pour laisser place aux guérisseurs marseillais. Hélas, l'espoir est de courte durée. Au bout de 4 heures, la rechute frappe avec une violence inouïe. Louis XIV sombre dans une faiblesse encore plus profonde qu'auparavant. Les médecins se disputent violemment sur la conduite à tenir. Faut-il continuer le traitement ou l'arrêter? Le duc d'Orléans tranche. On poursuivra l'administration de l'élixir toutes les 8 heures. Mais quand on change le bandage qui entoure la jambe royale, l'horrible vérité éclate. La gangrène a gagné toute la cuisse, remontant jusqu'à l'aine. La chair se délite, laissant apparaître l'os par endroits. Le gros orteil s'est même détaché, tombant comme un fruit pourri. L'odeur de charogne qui s'échappe de la plaie soulève le cœur des plus endurcis. Brun est poliment prié de quitter Versailles. On fait venir un autre charlatan, un Calabrais cette fois, qui propose un remède à base de poudre de racines et de bulbes. Sans plus de succès, naturellement. La médecine du temps, impuissante face à la gangrène, ne peut qu'assister à la décomposition progressive du corps royal. Les derniers jours d'août 1715 transforment la chambre du roi en antichambre de l'enfer. La gangrène, désormais maîtresse des lieux, poursuit son œuvre de destruction avec une efficacité terrifiante. Elle remonte le long de la cuisse comme une marée noire qui engloutit tout sur son passage. Le 29 août, Louis XIV entre dans une phase d'agonie intermittente. Il alterne moments de lucidité et phases de délire où il revit les grandes heures de son règne. Parfois, il croit encore présider un conseil ou passer en revue ses troupes. Ces flashbacks douloureux révèlent un homme hanté par le poids de 72 années de pouvoir absolu. L'autopsie révélera plus tard l'étendue des dégâts. La gangrène a rongé non seulement la jambe gauche, mais aussi les muscles du bas-ventre, remontant jusqu'à la gorge. Le corps du roi Soleil se décompose littéralement de l'intérieur, transformant l'homme le plus puissant d'Europe en charogne vivante. Les courtisans qui se relaient à son chevet découvrent les affres de l'agonie royale. L'odeur pestilentielle qui règne dans la chambre oblige certains à sortir précipitamment pour vomir. D'autres s'évanouissent, incapables de supporter le spectacle de cette déchéance. Seule Madame de Maintenon, épouse secrète du roi, tient bon au chevet de son mari moribond. Le 30 août, Louis XIV perd définitivement connaissance. Son corps n'est plus qu'un amas de chair putréfiée maintenu en vie par une volonté qui refuse de s'éteindre. Les médecins ne peuvent que constater l'évolution inexorable du mal qui dévore leurs patients. Cette nuit du 30 au 30 et 1 août sera la plus longue de toutes. Le roi sombre dans un coma profond dont il ne sortira que par intermittence. Quand il retrouve un semblant de conscience, c'est pour gémir une plainte sourde qui glace le sang de tous ceux qui l'entendent. La mort rôde dans les couloirs de Versailles, attendant son heure. Le samedi 31 août marque l'entrée dans l'acte final de cette tragédie royale. La nuit et la journée sont, selon les témoins, détestables. Louis XIV n'a plus que de rares et courts instants de conscience, comme des éclairs de lucidité dans un océan de ténèbres. La gangrène a désormais conquis le genou et toute la cuisse. Elle progresse avec une vitesse effrayante vers le tronc, menaçant les organes vitaux. L'odeur qui émane du lit royal est si épouvantable que même les prêtres peinent à s'en approcher
pour les derniers sacrements. Dans un ultime sursaut d'espoir, la duchesse du Maine, belle-fille du roi, fait administrer à Louis XIV un breuvage du médecin Agnan, supposé efficace contre la petite vérole. Cette démarche désespérée témoigne de l'affolement qui règne dans l'entourage royal. On s'accroche aux remèdes les plus farfelus dans l'espoir de sauver l'insauvable. Vers 11 heures du soir, l'état du roi empire brutalement. On le trouve si mal qu'on décide de lui administrer les prières des agonisants. Dans la lueur vacillante des chandelles, les aumôniers entonnent les litanies que Louis XIV accompagne, machinalement, par automatisme, plus que par conviction. Une dernière lueur de lucidité traverse alors l'esprit du mourant. Il murmure d'une voix à peine audible « Ce sont là les dernières grâces de l'Église ». Cette phrase révèle un homme encore conscient de la solennité du moment qui comprend que l'heure du grand départ a sonné. Puis, dans un effort surhumain, Louis XIV prononce ces dernières paroles « Ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir ». Ces mots, extraits d'un psaume qu'il connaît par cœur, résument toute la détresse d'un roi confronté à sa propre mortalité. L'homme qui se croyait choisi par Dieu implore maintenant le Très-Haut de mettre fin à ses souffrances. Après cette ultime prière, Louis XIV retombe dans l'inconscience. Sa respiration devient de plus en plus saccadée, ponctuée de râles qui font frissonner l'assistance. Le cœur du royaume s'apprête à cesser de battre. Le dimanche 1er septembre 1715 se lève dans une atmosphère de recueillement et d'attente. Toute la nuit, Louis XIV a agonisé sans reprendre conscience, son corps luttant contre une mort qui n'en finit plus de venir. Les courtisans se relaient autour du lit royal, épiant le moindre signe, guettant le dernier souffle. À 8h15 du matin, après une agonie qui aura duré 22 jours, le cœur de Louis XIV s'arrête enfin de battre. Le roi Soleil s'éteint sans effort, comme une chandelle qui finit, selon les mots du marquis de Dangeau. 72 années de règne s'achèvent dans le silence de cette chambre empuantie par la gangrène. Le premier à constater officiellement le décès est Fagon, le médecin qui aura contribué par son incompétence à précipiter cette mort. Il ferme les yeux du roi et murmure la formule rituelle « Le roi est mort ». Mais déjà, les regards se tournent vers l'avenir et vers le petit Louis XV, ce bambin de 5 ans qui hérite d'un royaume épuisé par les guerres de son prédécesseur. Coiffé de noir, le grand chambellan de France se présente à la fenêtre de Versailles face à la foule massée dans la cour d'honneur. « Le roi est mort !» clame-t-il d'une voix forte qui porte jusqu'aux grilles du château. Puis il réapparaît, quelques secondes plus tard, coiffé de blanc cette fois. « Vive le roi !» La continuité monarchique est assurée, selon le rituel séculaire. Mais la réaction du peuple français révèle l'impopularité du défunt monarque en cette fin de règne. Loin des larmes et de la désolation qu'on pourrait attendre, c'est un soulagement discret qui se lit sur les visages. Louis XIV laisse derrière lui un royaume ruiné par les guerres, épuisé par les impôts, affamé par les mauvaises récoltes. Le grand roi des impôts, comme le surnomment les libelles clandestins, a fini par user la patience de son peuple. Le lendemain de la mort du roi, le 2 septembre 1715, commence l'étrange cérémonie de l'autopsie royale. Cette opération se déroule dans l'antichambre de l'Œil de Bœuf, cette pièce mythique qui jouxte la chambre du roi. Les médecins et chirurgiens s'apprêtent à disséquer le corps de celui qui fut l'homme le plus puissant d'Europe. Le procès-verbal de l'autopsie, rédigé avec la précision clinique de l'époque, confirme l'ampleur du désastre. On y lit que le corps présente l'extérieur du côté gauche gangrené depuis l'extrémité du pied jusqu'au haut de la tête. Cette phrase glaciale résume à elle seule l'horreur de ces dernières semaines. La gangrène a littéralement dévoré la moitié du corps royal. Les chirurgiens découvrent aussi que la cuisse gauche dans l'intérieur s'est trouvée gangrenée, aussi bien que les muscles du bas-ventre, et cette gangrène montait jusqu'à la gorge. L'infection a donc progressé bien au-delà de ce que l'œil pouvait percevoir, rongeant les organes internes avec une efficacité terrifiante. Cette autopsie révèle également l'état général catastrophique du corps de Louis XIV. Jamais le dépérissement d'un corps vigoureux n'est venu avec une précipitation semblable à la maigreur dont il était devenu en peu de temps, note un témoin.
il semble qu'on ait fait fondre les chairs du roi, tant son amaigrissement a été spectaculaire pendant ces 3 semaines d'agonie. Les médecins procèdent ensuite à l'éviscération, étape préalable à l'embaumement. Cette opération macabre révèle l'étendue des dégâts internes causés par des décennies de traitements médicaux aberrants. Le corps de Louis XIV porte les stigmates de plus de 2000 lavements, de saignées à répétition et de toutes les médications toxiques qu'on lui a fait ingurgiter. Le cœur, selon la tradition royale, est extrait et placé dans un reliquaire de vermeil. Il sera offert à l'église Saint-Paul-Saint-Louis de Paris, où il connaîtra un destin rocambolesque. Pendant la Révolution française, ce cœur royal sera profané, volé, et finira partiellement transformé en peinture par des artistes qui découvriront les propriétés colorantes exceptionnelles de cette mumie si particulière. La mort de Louis XIV par gangrène révèle les failles béantes du système médical de l'Ancien Régime. Cette agonie de 22 jours illustre tragiquement l'incompétence d'une médecine prisonnière des hiérarchies et des préjugés. Fagon, aveuglé par son orgueil et son statut de premier médecin, aura préféré s'entêter dans un diagnostic erroné plutôt que d'écouter Maréchal, le chirurgien qui avait pourtant identifié la gangrène dès le 19 août. Cette tragédie médicale s'inscrit dans une tradition française de catastrophe sanitaire royale. Déjà en 1683, Fagon avait contribué à la mort de Marie-Thérèse d'Autriche en refusant de diagnostiquer correctement une tumeur sous le bras de la reine. L'incompétence médicale de Versailles aura décimé la famille royale pendant des décennies. La gangrène qui emporte Louis XIV peut aussi se lire comme une métaphore de l'état du royaume en 1715. Comme le corps du roi, la France se décompose lentement, rongée par les dettes, épuisée par les guerres, affamée par les famines. La maladie royale reflète le mal-être d'un peuple exsangue qui aspire au changement. L'attitude de Louis XIV face à la mort révèle cependant la grandeur d'un caractère exceptionnel. Malgré des souffrances atroces, le roi continue de gouverner jusqu'au bout, respectant l'étiquette qui structure sa vie, prodiguant ses derniers conseils à son successeur. Sa décision de refuser l'amputation témoigne d'un courage et d'une dignité qui force le respect. Le règne personnel de Louis XIV, commencé en 1661 avec l'arrestation de Fouquet, s'achève dans l'odeur pestilentielle de la gangrène. Entre ces deux dates, 54 années se sont écoulées, pendant lesquelles un homme aura incarné l'absolutisme royal dans toute sa splendeur et ses excès. La France de 1715 n'a plus rien à voir avec celle de 1661, transformée par la volonté d'un roi qui aura marqué son époque au fer rouge. Philippe d'Orléans, neveu du défunt, prend immédiatement les rênes du pouvoir en tant que régent. Dès le 2 septembre, soit le lendemain de la mort royale, il fait casser partiellement le testament de Louis XIV par le Parlement de Paris. Cette rapidité révèle que les ambitions étaient déjà aiguisées bien avant l'agonie du roi Soleil. Le convoi funèbre qui quitte Versailles le 8 septembre 1715 pour rejoindre la basilique Saint-Denis ne suscite guère d'émotion populaire. Contrairement à la légende qui prétend que le cortège se serait déroulé en mini-détour catimini pour éviter les quolibets, il rassemble plus de 1000 personnes dont 800 à cheval portant des flambeaux. Mais l'indifférence du peuple est palpable. Les libelles clandestins qui circulent résument de l'opinion générale. Louis XIV restera le grand roi des impôts, qui avait bien sucé son peuple. L'agonie gangreneuse de Louis XIV marque ainsi la fin d'une époque. Avec lui s'éteint l'illusion d'un roi-dieu infaillible et immortel. La mort du roi Soleil ouvre une nouvelle ère où la monarchie absolue devra composer avec les critiques et les remises en cause. La gangrène qui l'emporte préfigure symboliquement la décomposition progressive de l'Ancien Régime, qui mettra encore près d'un siècle à expirer définitivement. Cette mort révèle aussi les limites de la médecine d'Ancien Régime, prisonnière de ses dogmes et de ses hiérarchies. Il faudra attendre le siècle des Lumières pour que la science médicale se libère progressivement des superstitions et des préjugés qui ont coûté la vie au plus grand roi de France. L'agonie de Louis XIV constitue ainsi un témoignage, poignant sur une époque où mourir était encore un art que peu maîtrisé, avec autant de dignité que le roi Soleil. 3 siècles après sa mort,
Louis XIV continue de fasciner par l'extraordinaire longévité de son règne et la dignité de ses derniers moments. L'homme qui aura incarné l'apogée de la monarchie française nous lègue, par sa fin tragique, une leçon d'humanité qui transcende les siècles. Même les rois les plus puissants ne sont que des hommes mortels, et la gangrène qui ronge la chair royale nous rappelle notre commune condition face à la maladie et à la mort. L'agonie du roi Soleil reste l'un des moments les plus saisissants de l'histoire de France, un spectacle d'une cruauté fascinante où se mêlent grandeur humaine et décomposition physique. Saint-Simon, ce mémorialiste impitoyable qui n'a jamais ménagé ses critiques envers Louis XIV, se révèle paradoxalement le témoin le plus ému de cette agonie royale. Présent à Versailles presque continuellement depuis 1690, il observe avec un mélange de répulsion et d'admiration la lente décomposition de celui qu'il a toujours considéré comme un tyran. Jamais spectacle ne fut plus déchirant, écrit-il dans ses mémoires. L'homme qui a passé sa vie à critiquer l'absolutisme royal découvre soudain l'humanité tragique de Louis XIV face à la souffrance. Cette révélation bouleverse ses certitudes et donne à ses récits une profondeur inattendue. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, seconde épouse du frère du roi, ne cache pas son effroi. La maladie du roi m'effraie à tel point que le cœur m'en tremble, confie-t-elle dans une lettre qui révèle l'angoisse de la cour. Cette femme, pourtant habituée aux fastes et aux drames de Versailles, se trouve déstabilisée par l'ampleur de cette tragédie. Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi, vit ces dernières semaines dans un calvaire personnel. Elle qui a partagé l'intimité de Louis XIV depuis plus de 30 ans, assiste impuissante à la déchéance de l'homme qu'elle aime. Sa présence constante au chevet royal témoigne d'un dévouement qui transcende les convenances de l'époque. Les valets de chambre, ces hommes simples qui côtoient quotidiennement la grandeur royale, découvrent avec horreur la réalité de la condition humaine. Quand Louis XIV leur déclare avec une pointe d'ironie amère « Est-ce que vous m'avez cru immortel ? Je ne l'ai jamais cru l'être », il révèle une lucidité tragique qui les bouleverse plus que tous les sermons. Ces témoins de l'agonie royale portent en eux le traumatisme d'avoir assisté à la mort du mythe de l'invincibilité monarchique. Leur récit, empreint d'une émotion sincère, nous restitue l'atmosphère suffocante de ces journées où la mort rôdait dans les couloirs de Versailles. L'un des aspects les plus saisissants de cette agonie réside dans l'omniprésence de l'odeur pestilentielle qui envahit progressivement Versailles. Cette puanteur de chair en décomposition transforme le château le plus somptueux d'Europe en charnier royal où se mêlent faste et pourriture. Les premiers effluves apparaissent dès le 20 août, quand la gangrène commence à libérer ses miasmes caractéristiques. D'abord discrète, cette odeur devient rapidement si prenante qu'elle imprègne les tentures, les meubles, les vêtements de tous ceux qui approchent de la chambre royale. Fagon s'efforce de dissimuler cette réalité olfactive derrière des parfums et des herbes aromatiques, mais rien ne peut masquer l'odeur de la mort qui gagne du terrain. Les courtisans développent 1000 stratagèmes pour supporter ces effluves. Mouchoirs parfumés discrètement portés au nez, respiration retenue, sorties précipitées pour vomir dans les couloirs. L'ironie veut que Versailles, ce temple de l'art de vivre à la française, devienne le théâtre d'une puanteur qui rappelle cruellement la mortalité humaine. Les appartements royaux, habituellement embaumés des parfums les plus raffinés, se transforment en antichambres de l'enfer où règne l'odeur de la putréfaction. Cette dimension olfactive de l'agonie royale révèle l'aspect le plus humain, le plus trivial de cette tragédie. Elle ramène Louis XIV, malgré tous ses fastes, à sa condition de simple mortel soumis aux lois biologiques qui gouvernent tous les êtres vivants. Les témoins garderont longtemps en mémoire cette puanteur qui a accompagné les derniers jours du roi Soleil. Elle devient, dans leur récit, le symbole de la vanité des grandeurs humaines face à l'universalité de la mort et de la décomposition. L'analyse de cette tragédie médicale révèle l'ampleur des dégâts causés par l'incompétence et l'orgueil du corps médical royal. Fagon, ce premier médecin qui jouit d'une réputation internationale, se révèle être un danger public dont l'entêtement coûte la vie au roi de France. Cette catastrophe s'inscrit dans une tradition funeste.
Déjà, Fagon avait contribué à la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683 en refusant de diagnostiquer correctement son abcès sous-axillaire. Son obstination à imposer des saignées et des purgations au lieu d'autoriser l'incision recommandée par d'autres médecins avait provoqué la septicémie fatale à la reine. Le cas de Louis XIV révèle les mêmes défauts systémiques. La hiérarchie médicale de Versailles étouffe toute voix discordante, même quand elle émane d'un praticien expérimenté comme Maréchal. Cette rigidité institutionnelle transforme l'erreur de diagnostic en sentence de mort. Les traitements, prescrits par Fagon, relèvent d'un autre âge. Pansements à l'eau-de-vie camphrée, bains de lait d'ânesse, herbes aromatiques. Ces remèdes moyenâgeux ne font qu'aggraver l'état du patient en retardant la prise en charge d'une pathologie qui exige une intervention chirurgicale immédiate. L'épisode du charlatan brun illustre le désarroi total de la médecine officielle. Quand les sommités parisiennes avouent de leur impuissance, on fait appel à des guérisseurs de fortune dont les élixirs mystérieux n'ont d'autre effet que de prolonger l'agonie royale. Cette dérive révèle l'état lamentable de la science médicale française au début du XVIIIe siècle. La responsabilité de Fagon dans cette catastrophe ne fait aucun doute. Son diagnostic erroné, maintenu contre toute évidence pendant 14 jours cruciaux, condamne Louis XIV à une mort atroce qui aurait pu être évitée. Cette incompétence criminelle illustre les dangers d'un système médical fondé sur l'autorité plutôt que sur l'observation scientifique. Au-delà de l'horreur médicale, l'agonie de Louis XIV révèle un courage exceptionnel face à des souffrances qui dépassent l'entendement. Ce roi de 76 ans, habitué au plaisir et au confort, affronte la douleur avec une dignité qui force l'admiration de ses pires ennemis. Les témoignages concordent sur ce point. Jamais Louis XIV ne se plaint. Jamais il ne crie sa souffrance. Jamais il ne perd cette majesté qui le caractérise depuis l'enfance. Même quand la gangrène ronge sa chair jusqu'à l'os, même quand son gros orteil se détache comme un fruit pourri, il conserve cette prestance royale qui impressionne tous ceux qui l'entourent. Cette attitude révèle l'efficacité du dressage royal imposé dès l'enfance. Louis XIV a appris très tôt que le roi ne s'appartient pas, qu'il doit incarner la grandeur de la France en toutes circonstances. Cette leçon, intégrée pendant plus de 70 ans, le soutient encore dans ses derniers moments. Sa décision de refuser l'amputation témoigne d'un choix philosophique profond. Plutôt que de vivre diminué, il préfère mourir entier. Cette préférence révèle une conception de l'honneur qui place la dignité au-dessus de la survie. Pour Louis XIV, un roi amputé ne serait plus vraiment un roi. Son attitude envers la mort elle-même surprend par sa sérénité. Quand il comprend que son heure approche, il règle méthodiquement sa succession, donne ses derniers conseils, reçoit les sacrements avec piété. Cette préparation minutieuse révèle un homme qui entend contrôler sa mort comme il a contrôlé sa vie. Ces dernières paroles « Ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir » expriment moins la peur que l'impatience de voir s'achever un calvaire trop long. Cette prière révèle un homme épuisé par la souffrance mais qui garde la foi jusqu'au bout. La mort de Louis XIV par gangrène marque l'effondrement brutal du mythe de l'invincibilité royale soigneusement entretenu pendant plus de 50 ans de règne personnel. L'homme qui incarnait la grandeur divine sur terre se révèle finalement mortel, vulnérable aux mêmes maux que le dernier de ses sujets. Cette déchéance physique horrifie d'autant plus qu'elle contraste violemment avec l'image de majesté invincible cultivée pendant des décennies. Le roi, qui se faisait représenté en Apollon, dieu du soleil, finit rongé par la pourriture comme n'importe quel cadavre. Cette chute mythologique résonne bien au-delà des murs de Versailles. L'odeur pestilentielle qui envahit le château symbolise l'effondrement des apparences. Versailles, ce temple de l'art de vivre, se transforme en charnier où la mort étale sa réalité triviale. Les courtisans découvrent que la grandeur royale ne protège ni de la souffrance ni de la décomposition. La réaction du peuple français révèle que ce mythe royal était déjà largement ébranlé avant même la mort du roi. Les libelles clandestins qui circulent dès l'annonce du décès témoignent d'une opinion publique lasse d'un monarque qui a épuisé le royaume par ses guerres et ses fastes.
Cette démystification annonce les transformations profondes qui vont bouleverser la France du XVIIIe siècle. La mort de Louis XIV ouvre une ère nouvelle où l'autorité royale devra se justifier autrement que par le droit divin. L'absolutisme triomphant cède place à une monarchie contestée, qui portera en elle les germes de sa propre destruction. Le règne de Louis XV, qui commence dans ces circonstances dramatiques, hérite d'un royaume épuisé et d'une monarchie dont l'aura magique s'est éteinte dans l'odeur de gangrène de cette agonie mémorable. L'enfant roi de 5 ans qui monte sur le trône ne bénéficiera jamais du prestige mystique qui a si longtemps protégé son prédécesseur. L'agonie gangreneuse de Louis XIV demeure l'un des épisodes les plus saisissants de l'histoire de France, un spectacle d'une cruauté fascinante qui révèle autant sur la grandeur humaine que sur la vanité du pouvoir absolu. Cette mort atroce, étalée sur 22 jours de souffrance indicible, marque la fin d'une époque et l'ouverture d'un monde nouveau. Le courage exceptionnel du roi Soleil face à cette épreuve force le respect même de ses détracteurs les plus acharnés. Cet homme de 76 ans, habitué au plaisir et au faste, affronte la douleur avec une dignité qui transcende les clivages politiques. Sa mort révèle paradoxalement son humanité la plus profonde, celle d'un être capable de grandeur face à l'adversité. L'incompétence criminelle de Fagon et de son équipe médicale illustre tragiquement les dangers d'un système fondé sur l'autorité plutôt que sur l'observation scientifique. Cette catastrophe sanitaire annonce les révolutions médicales du siècle des Lumières, quand la science se libérera progressivement des dogmes et des hiérarchies qui ont coûté la vie au plus grand roi de France. La gangrène qui dévore Louis XIV fonctionne aussi comme une métaphore puissante de l'état du royaume en 1715. Comme le corps royal, la France se décompose lentement, rongée par les dettes, épuisée par les guerres, affamée par les famines. Cette maladie symbolique préfigure les convulsions qui secoueront l'Ancien Régime pendant tout le XVIIIe siècle. 3 siècles après cette mort mémorable, l'agonie de Louis XIV continue de nous interpeller sur notre propre condition mortelle. Elle nous rappelle que ni la grandeur ni le pouvoir ne protègent de la souffrance et de la mort. Dans cette chambre empuantie de Versailles où expire le roi Soleil, se joue l'éternel drame de l'humanité face à sa finitude. Cette histoire vraie, d'une violence inouïe et d'une beauté tragique, nous enseigne que la dignité ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans la façon dont nous affrontons l'inéluctable. Louis XIV, en choisissant de mourir entier plutôt que de vivre diminué, nous lègue une leçon d'honneur qui transcende les siècles et les régimes politiques. L'odeur de gangrène, qui a accompagné les derniers jours du roi Soleil, résonne encore aujourd'hui comme un memento mori universel. Memento quia pulvis es, souviens-toi que tu es poussière. Dans cette vérité terrible et libératrice se cache peut-être la plus belle leçon de ce règne exceptionnel qui s'achève dans la puanteur, mais s'auréole d'une grandeur immortelle.